et avant tout, il n'y a pas d'effet et pour ça, sinon il est mettre ce qui veut, c'est que j'appelle présent. Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de l'atelier paludisme de m'avoir invité, Billy bien sûr et Didier. C'est la deuxième fois que je viens et c'est toujours avec le même plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des protéines drisables de Plasmodium falciparum. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas extrêmement fondamental. On va parler essentiellement de ce que c'est qu'un globule rouge, qu'est-ce que c'est qu'un plasmodium, et on va travailler essentiellement à l'interaction hôte-parasite. On va regarder comment le parasite modifie son environnement à l'intérieur du globule rouge pour survivre dans ce globule rouge et s'y multiplier. Donc, les minéralités, on va passer rapidement. Vous savez ce que c'est que le paludisme au niveau mondial. Simplement, pour situer un peu le problème en France, parce que vous ne connaissez peut-être pas la situation qu'on a dans notre pays, il y a beaucoup moins de cas que dans les pays d'Afrique. Il y a environ 5000 cas par an. Il y avait 7000, 8000 cas dans les années 2000, mais actuellement c'est en train de baisser comme un peu dans tous les pays, puisqu'on reflète avec les voyageurs ce qui se passe au niveau mondial. Et donc, pour 60%, ce sont des migrants africains. Ce que nous observons chez nous, ce sont des migrants africains, ce qui explique qu'à 85%, l'espèce qu'on retrouve, c'est falciparum. Ce sont des cas qui sont observés chez des gens qui n'ont pas pris de prévention ou une prévention inadéquate, et au total, chez nous, ça ne représente que 10 à 20 cas par an de mortalité. Donc, c'est quoi? C'est un week-end sur les routes de circulation. C'est négligeable à notre niveau, c'est pas un problème de santé publique. Donc, je ne vais pas vous refaire le cycle du plasmodium, simplement je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur ce qui se passe dans la partie érythrocytaire du cycle. On ne parlera pas de la phase hépatique, on ne parlera pas des hématocytes. Alors, voici la structure générale des statiques complexes. La partie intéressante à regarder, c'est l'apex, c'est-à-dire cet appareil qui va servir à l'envahissement de la cellule hôte. Alors ça, c'est une structure générale qu'on retrouve chez tous les statiques complexes, aussi bien le toxoplasme, les cryptosporidies et bien sûr le plasmodium. Alors voilà, voici une vue que vous connaissez sûrement, sur laquelle on voit les micronèmes, les reprises, et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est les granules denses. Puisque j'anticipe un petit peu, mais ce sont dans les granules denses que les protéines drisables vont être stockées après leur synthèse. Alors voici un globule rouge, ça c'est classique, un schéma, et voici une vue de globules dans un vaisseau. Ça c'est la microscopie par balayage, c'est très joli. Et on voit que des globules rouges, il y en a beaucoup, il y en a un nombre important, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Et un globule rouge, c'est quoi? C'est un sac à hémoglobine. Ça ne sert à rien d'autre que de transporter de l'hémoglobine. Il n'y a pas dans les globules rouges de noyau, il n'y a plus de noyau, il a été expulsé au stade réticulocyte. Il n'y a aucun système de synthèse de protéines, il n'y a absolument rien pour un parasite pour survivre, à part l'hémoglobine de l'hôte. Puisque l'objectif du parasite, c'est quoi? C'est aller manger l'hémoglobine humaine. C'est rien d'autre. Alors, il y a pas mal de médecins dans la salle. Est-ce que vous savez combien on a de globules rouges par litre de sang chez l'homme, chez un adulte par exemple? Il y a toujours un grand fond quand on pose cette question, y compris en cours de médecine, par litre. Est-ce qu'on va raisonner sur la charge totale qu'on peut avoir en parasite? Donc il faut d'abord qu'on calcule le nombre de globules rouges humains. Combien on a de globules rouges par litre? Comme vous voulez, du moment qu'à la fin, on arrive aux 5 litres de sang et qu'on puisse faire le petit calcul. Alors j'attends, vous risquez rien, il n'y a pas de nom. Lancez-vous. Ouais, donc par litre, ça fait. Combien? 5000 globules rouges par litre? Non, c'est pas beaucoup ça. 5 millions par an pour le coup. Bon, je vais pas vous laisser dans l'embarras longtemps. C'est 5 10 puissance 12 par litre, globules rouges. Donc, chez un adulte, on a à peu près 5 litres de sang, disons. Donc, ça nous fait 25 10 puissance 12. Et pour se faire une idée un peu de ce qui circule
en parasite, quand on a eu un accès palustre standard, disons une parasitémie de 1%, 1% les voyageurs y reviennent chez nous avec à peu près 0,5 à 1% de parasitémie en moyenne. Vous connaissez la définition de la parasitémie? On vous la donner? Qu'est-ce que ça veut dire parasitémie? Quand vous faites un frottis, donc au microscope, vous colorez un GG, vous avez dans votre champ de microscope par exemple 100 globules rouges et vous comptez le nombre de globules rouges parasités. Si vous avez un globule rouge parasité sur 100 au total, vous avez une parasitémie de 1%. D'accord? Si vous avez deux globules rouges parasités, c'est 2%. Si vous avez plusieurs parasites à l'intérieur du même globule rouge, ça compte que pour 1. D'accord? Ça arrive chez vous. Donc, si on prend l'exemple classique de 1% de parasitémie, combien est-ce qu'on va avoir de parasites dans 20 litres? On va avoir 100 fois moins que le globule rouge. Donc c'est plus 25 10 puissance 12, c'est 25 10 puissance 10. On lève de 0. D'accord? Donc 25 10 puissance 10, ça fait 250 milliards de parasites qui sont présents chez un individu. En circulation. À ça, il faut ajouter tous les parasites qui sont complexés dans les globules rouges séquestrés dans les capillaires profonds. Donc vous multipliez par 2. D'accord? On est à 500 milliards de parasites. Bon, vous voyez ces effets qui sont gigantesques simplement du fait du nombre. Et quand on va parler des protéines des globules rouges, vous avez par exemple la protéine qu'on appelle la bande 3, qui est simplement un canal ionique à la surface du globule rouge. Vous avez 1 million de copies de cette protéine sur un globule rouge. Donc multiplié par 10, et vous voyez comment on travaille. Donc, je vais vous parler un petit peu des stades du plasmodium au cours du cycle érythrocytaire, parce que je vais en avoir besoin par la suite. Donc, c'est simplement des définitions. Vous avez ce qu'on appelle le petit anneau, le time ring, qui est le stade qu'on observe de 0 à 6 heures après l'invasion. De 6 heures à 16 heures, on a ce qu'on appelle le small ring, c'est-à-dire le petit anneau. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à être bien visible au microscope. Vous allez en avoir plusieurs dans le même globule rouge, en effet pachyparien. De 16h à 26h, on a l'anneau déjà bien épais, le large ring. Et donc, c'est cette partie-là qui circule qu'on va retrouver sous la lame de notre microscope. Toute cette partie-là, à partir du tropho, ça va être complexé dans les vaisseaux profonds. Donc, 26-30 heures, c'est le tropho précoce, si vous voulez. Le tropho moyen, 30-34. Et ce qu'on appelle le tropho tardif, 34 ans. Vous voyez que les 10 dernières heures du cycle sont dévolues à la division. Donc là, on a le stade schizonte, avec le schizonte d'abord jeune, et ensuite le schizonte mature qui va éclater, qui va donner donc les futurs neurodomes qui vont envahir les nouveaux globules. Suivante. Alors, l'invasion, je sais que vous avez déjà eu des présentations là-dessus, je vais être très bref. Simplement pour vous dire que le contact initial se fait au hasard. Dans la circulation, il y a une turbulence, il y a des rencontres qui se font de manière aléatoire entre les parasites et les globules. Et à cette occasion, vous avez un premier contact qui se fait avec des systèmes de ligands-récepteurs qui font que, ça y est, le parasite a reconnu sa cellule cible. Il commence par s'y accrocher, mais il n'est pas encore solidement fixé. Il peut pivoter de manière à orienter son apex en position qui lui permettra de pénétrer à l'intérieur, donc grâce à l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, les reprises, les micronèmes et les micronésises. Donc ce phénomène-là de reconnaissance, d'attachement et d'entrée, c'est un phénomène qui est très rapide. L'entrée prenant elle-même de l'ordre de 30 secondes. Dès lors que le parasite est entré, il va se situer dans ce qu'on appelle la vacuole parasitale. Alors c'est une vacuole qui l'isole du cytoplasme de l'hématite. Il est à l'abri là-dedans. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, il n'a pas accès facilement, d'une part, à ce qui est dans le plasma, qui pourrait l'intéresser au plan des nutriments, par exemple. Et dans l'autre sens, il aura du mal aussi à excréter ses métabolites, tous ses déchets. Et d'autre part, c'est vrai qu'il est protégé du système immunitaire. L'intérêt pour lui d'être à l'abri dans une cellule, c'est d'échapper au système immunitaire. Mais il aura quand même des soucis pour accéder donc aux nutriments, évacuer ses déchets, et aussi pour envoyer ses protéines à la surface du globule rouge. C'est ça qui va être l'objet du topo d'aujourd'hui, c'est la modification de la membrane du globule rouge par parasite.
le parasite est rentré, il prend le contrôle de l'hématie. L'hématie s'appartient plus, si vous voulez. Les flux habituels physiologiques sont complètement explosés. Vous avez une multiplication par 100 de ce qui rentre, en liquide, en ion, en ce que vous voulez. La glycolyse est multipliée par 75. Donc c'est vraiment le parasite qui fait ce qu'il veut chez l'hématie. Sans parler du fait qu'il consomme l'hémoglobine, donc il modifie complètement le rapport osmotique à l'intérieur de l'hématie, et qu'il y a des déchets qui s'accumulent, des pH qui sentent. Donc vraiment, on va parler de ça aujourd'hui, l'interaction parasite-hôte avec modification de l'hématie par le parasite. Suivant. Alors, ça c'est la cinétique de sécrétion de l'appareil apical. Alors, c'est un exemple qui est pris chez Toxoplasma parce qu'on n'a pas observé encore l'équivalence chez Plasmodium, mais on pense que c'est très proche. Donc, en premier sont libérés les contenus des micronèmes, dans la foulée sont libérés le contenu des repris, et les granules denses sont évacués le contenu des granules denses est évacué qu'au bout d'à peu près une minute. Donc, c'est a lieu en dernier, et je vous rappelle que c'est là-dedans que les protéines RESA, on va voir le rôle évidemment tout à l'heure, sont suivant. Alors voilà une photo de microscopie électronique de l'entrée du parasite dans l'hématie. Donc ça vous avez déjà vu, hein, il y a une jonction étanche qui se produit. Suivante. Et il y a une invagination de la membrane du globule rouge qui se produit pour former la future vacuole parasitophore qui est en fait la résultante de matériel qui provient à la fois de la membrane du globule rouge mais aussi de matériel du parasite. C'est une fusion des deux qui donne cette vacuole parasitophore. Suivant. Alors, voici de manière schématisée en bas et de manière microscopique électronique en haut ce qu'on observe sur les stades dont je vous parlais tout à l'heure. Donc au début, l'anneau, le petit anneau est ici, avec son noyau. Voici la vacuole parasitophore. Et le globule rouge, ça qui est hémoglobine, mais à part ça, c'est du feu. Au bout de quelques heures, apparaissent ce qu'on appelle en anglais les Maurer plates, qui sont en fait des structures qui sont d'origine parasitaire, mais qui sont dans le cytoplasme de l'hématie. C'est une sorte de Golgi si vous voulez modifiée, et ça va avoir un rôle après dans le trafficking des protéines. Donc ces Maurer plates n'apparaissent qu'au bout d'un certain temps. Quand on fait un protéine palu, on les voit très bien en microscope, mais on ne les voit pas chez le ring. On ne les voit pas chez les formes très jeunes, on les voit chez les formes qui sont un petit peu plus âgées. Donc dès lors qu'on a des taches de Maurer en français, c'est qu'on a affaire à une forme un peu âgée du plasmodium. Et puis ensuite on voit tout un réseau qui se forme quand on va sur le stade tropho âgé, et là vous voyez ce que ça donne au stade scisontage, où chaque petit mérozoïde est dans cette cyclogène. Voilà, donc ça c'est la vacuole nutritive, food vacuole, et ça c'est la vacuole donc parasitophore. Et le reste c'est l'hématie, avec les Maurer plates qui sont là, et donc des petites choses qui vont venir sous la membrane et à la membrane en provenance du parasite. Suivant. Alors voici le schéma très résumé du trafficking des protéines de cruciparol. C'est pour l'instant encore une hypothèse, hein, il y a quelques points d'interrogation, on ne connaît pas tout loin là du trafficking, mais je vais vous expliquer à peu près les choses dont on est à peu près sûr. Alors, ce qu'il faut d'abord que je vous dise, c'est que là l'échelle est exagérée, la vacuole parasitophore n'a pas du tout cette largeur, elle est pratiquement au contact du parasite, hein, simplement pour qu'on puisse voir ce qui se passe, on a agrandi l'espace. Alors, vous avez des protéines qui vont devoir sortir du parasite pour être envoyées à la surface du globule rouge. Hein, c'est le principe, pour modifier la membrane, il faut que le parasite exporte ces protéines. Alors, pour les exporter, les protéines doivent d'abord avoir un signal qui leur permet de sortir du parasite, et ensuite d'entrer dans la vacuole parasitophore, et ensuite de sortir de la vacuole parasitophore. Donc il y a plusieurs signaux à avoir. Le premier signal, c'est ce qu'on appelle le peptide signal, ou ce qu'on voit parfois comme le signal hydrophobe. C'est simplement une petite séquence d'acides aminés en position N-terminale de la protéine qui est en train d'être synthétisée, qui permet à cette protéine de rentrer dans le réticulum endoplasmique du parasite. Et une fois que cette protéine est dans le réticulum endoplasmique du parasite, elle est prise en charge et elle peut ensuite être envoyée
à l'extérieur du parasite. Donc là, on a une première étape qui est franchie. Maintenant, pour savoir si la protéine va pouvoir sortir de la vacuole parasitophore, il faut un signal supplémentaire qu'on appelle le signal Pexel. Donc on verra un peu en détail après ce que c'est que ce signal Pexel, et c'est simplement, je peux vous dire d'entrée déjà que c'est simplement quelques acides aminés qui sont un peu plus du côté C-terminal par rapport au petit signal, mais qui sont moins que le petit signal. Donc les protéines qui sont Pexel peuvent sortir dans le cytoplasme, et là elles vont avoir deux possibilités. Soit elles sont adressées directement sous la surface ou à la surface du globule rouge, soit elles vont transiter justement par les structures de Maurer. Donc une certaine partie des protéines transitent dans les structures de Maurer, et à cet endroit elles acquièrent une maturation avant d'être ensuite envoyées au niveau de la membrane. Donc voici le schéma général. Ce qui est à retenir, c'est le signal Pexel et l'état poumon au niveau des Maurer classiques. Suivante. Alors voici donc la structure générale des protéines qui sont à motif Pexel. Et vous avez en A ce qui pourrait être une protéine RESA par exemple, de la structure classique, c'est-à-dire qui possède à la fois le peptide signal et Pexel. Et en D, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est PFMP1. PFMP1 n'a pas de peptide signal, mais il a un Pexel qui lui permet d'être adressé à la surface du globule. Ce qui veut dire qu'il y a des voies qui peuvent être alternatives, qui ne passent pas forcément par les voies que vous décrivez là. Il y a encore un système qui est redondant qui permet aux protéines d'arriver à la surface sans forcément avoir tous les éléments des protéines classiques. Suivant. Alors voici ce motif Pexel. Il est là, vous voyez, il n'y a que quelques acides aminés qu'on retrouve dans toutes ces séquences de protéines. Voici une représentation graphique qui permet de voir la conservation des acides aminés dans différentes protéines. Vous voyez, certains sont plus importants que d'autres, qu'on trouve plus fréquemment que d'autres. Et ici, ce que vous voyez, c'est le peptide signal, donc qui est une position intermédiaire. Suivante. Alors voici la structure de ce qu'on appelle des protubérances NOT en anglais, donc qui est issue en partie de la modification justement de la membrane de l'hématite par le parasite. Vous voyez la protéine bande 3 dont je vous parlais tout à l'heure, le canal ionique, et vous voyez quelque chose de très intéressant. Alors PFMP1 bien sûr, dont une partie est exposée à la surface du globule. Vous connaissez le rôle de PFMP1, mais je vous le représenterai après. Et puis vous voyez déjà apparaît quelque chose de très intéressant dont je vais beaucoup vous parler par la suite, c'est le cytosquelette de l'hématite. Ce réseau membranaire qui est là en rouge, qui court sous toute la surface du globule, mais également à l'intérieur, qui permet la rigidité du globule, mais qui permet également par sa souplesse la déformabilité du globule. Vous savez que les globules rouges sont très plastiques, ils sont capables de passer dans des trous souris, dans des capillaires ultra en se déformant énormément. C'est vrai que la présence d'un parasite à l'intérieur d'un globule rouge gêne cette déformabilité, ce qui fait qu'ils sont captés au niveau de la rate. Ça, c'est le rôle bas. Et pourquoi les parasites, les hématites parasitées sont séquestrés dans les capillaires profonds? C'est pour éviter que ça passe par là. Petit aparté. Donc voici la structure des notes, qui est issue en grande partie de la modification par le parasite de la membrane du globule rouge, suivante, avec des liaisons spécifiques ligand-récepteurs. Donc voici PFMP1, qui est exporté, donc d'origine parasitaire évidemment, exporté à la surface, qui va reconnaître sur les cellules endothéliales des vaisseaux des récepteurs. On peut citer CD36, on peut citer bien d'autres qu'on va voir d'ailleurs dans la diapo suivante. Voilà. Donc ça c'est une diapo qui court partout, qu'on trouve facilement sur Internet, un grand classique. Mais que j'aime bien montrer parce que tout part de là quand même. Donc vous avez l'hématite parasitée qui commence par rouler sur l'épithélium, et donc qui s'attache là aussi par des systèmes de liaison récepteur-ligand. Fixation, adhésion donc, de ces hématites parasitées. Et dans le même temps, vous avez des hématites parasitées qui forment ce qu'on appelle des rosettes, c'est-à-dire qu'ils vont agglutiner à leur surface des hématites saines. C'est ça qu'on appelle le rosetting.
Vous pouvez aussi avoir des hématies parasitées qui vont agglutiner d'autres hématies parasitées. Là, c'est ce qu'on appelle l'auto-agglutination. C'est deux phénomènes qui peuvent se produire. Mais le plus important, c'est le rosétine. Et tout ça va concourir donc à l'occlusion des vaisseaux, plus d'oxygène qui arrive, pas d'évacuation de déchets, accéléra. Voilà, bon, ça c'est la physiopathe, un peu l'accéléra. Mais je vous montre ça pour vous dire que le rosétine et l'adhésion sont tributaires en grande partie de la formation de ces notes, de ces protubérances à la surface du noyau, protubérances qui sont dues aux modifications de cette surface par les protéines parasitaires suivantes. Bon, ça c'est le schéma un peu général des interactions entre la membrane de l'hématite parasitée et les cellules endothéliales ou le placenta. Vous savez que le récepteur du placenta c'est le CSA, majoritairement. Donc simplement pour vous rappeler que PFMP1 se trouve présenté à l'extérieur, mais que des protéines qui sont situées sous la membrane peuvent avoir une influence sur cette présentation extérieure et donc sur l'adhésion, puisqu'il y aura des modifications conformationnelles de cette membrane, et donc dans la mesure où PFMP1 a une partie qui est sous cette membrane, il y aura des modifications de la présentation donc, de ces antigènes par tout ce qui se passe un peu dans les coulisses, un peu sous cette membrane, et au premier rang desquels on aura les protéines suivantes. Alors ça c'est un schéma intranéal pour la formation de rosette. Bon, le FMP1 est toujours impliqué, je le passe rapidement sinon. Voilà, superbe rosette. Vous remarquez ces notes, vous voyez ces petits protubérances, et vous remarquez autre chose, c'est que on est à un stade qui est déjà relativement âgé, puisque on n'a plus peu d'hémoglobine, on est plus rouge, on est plus nouveau. Dégradation déjà de pas mal d'hémoglobine. Suivant. Alors là, il y a plusieurs photos sur ce montage. Voici un protéine qu'on peut observer dans un assiette qui est probablement un aspépat, puisqu'on voit que vous avez d'une part une forte parasitémie et vous avez du multiparasitisme, plusieurs parasites dans un hématie. Bon, ça c'est sans doute un accélérant à la falciparum. Vous avez ce que ça donnerait ici sur une couche de cerveau, un capillaire complètement bouffé. Ça c'est l'image classique que vous avez déjà vue. L'image qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ici, ce sont des fausses couleurs, mais ce qui est intéressant à voir, c'est les nervures qui sortent d'un globule rouge qui est en train d'être lissé. Suivant. Alors, un petit rappel sur la fièvre. On verra que les protéines RISA ont un rôle au cours de l'accès fébrile. Donc, l'accès fébrile, évidemment, la définition, c'est une élévation de la température corporelle. La fièvre, c'est une réponse au stress, mais le stress peut être très divers. Ça peut être des agents pathogènes infectieux, bactéries, virus, parasites, levures. Mais aussi, on trouve la fièvre dans de nombreuses maladies auto-immunes, et puis d'autres pathologies dont les cancers, suivant. La fièvre en elle-même est un symptôme relativement fréquent et bénin. C'est pas ça qui fait la gravité du palud, sauf dans certains cas particuliers. Et l'accès fébrile, vous savez quelle est son origine? Il est majoritairement dû à la libération de toxines au moment de l'éclatement des globules rouges parasites. Donc vous savez que le parasite fabrique de l'hémozoïne pour se débarrasser des molécules d'aine. Il empile les molécules d'aine, il les polymérise pour former un cristal qu'on appelle l'hémozoïne. Et ce cristal, il est pyrogène, il est toxique, c'est-à-dire que quand il est libéré, on a activation des systèmes de thermogénèse, et donc activation des monocytes par les toxines, libération de TNF-alpha, suivant. Alors simplement, la fièvre, elle apparaît pas tout de suite. Vous savez, il y a une phase hépatique de 6 à 8 jours pendant laquelle il n'y a pas de symptômes. Ensuite, vous avez une fièvre qui n'est pas encore synchronisée, qui n'est pas rythmique, et puis au bout de quelques temps, vous pouvez avoir des effets de la fièvre tierce chez falciparum. Voilà, alors maintenant, on va être un peu plus technique sur l'exposé lui-même, mais il faut bien rentrer dans le détail du sujet. Donc, pendant l'invasion, ce qui se passe, c'est une insertion de protéines du parasite dans la membrane de l'hématite. Ça, je vous l'aurais fait 10 fois s'il faut, mais c'est vraiment, je vais me savoir tenir. Au cours de la maturation du parasite, il y a un envoi de protéines parasitaires dans le cytoplasme vers la membrane suivante. Il s'ensuit un véritable remodelage de cette membrane. Il y a perte de la forme normale qu'on a vue tout à l'heure
la forme discoïde classique du globe rouge, ça vous l'oubliez, vous allez maintenant le faire avec des protubérances à la surface. Vous avez une espèce de ballon boule, mais c'est plus un disque biconcave. Il y a dans le même temps une augmentation de la perméabilité membranaire aux ions et aux autres molécules. Je vous ai dit, multiplication par 100 de tous les échanges. En utilisant soit déjà des canaux qui existent sur le globe rouge simple normal, soit en créant de nouvelles voies. Il y a des nouveaux canaux qui apparaissent, contrôlés par Parallax. Et puis, bon, l'exhibition des notes évidemment, dont j'ai amplement parlé. Alors, au total, il y a à peu près 400 protéines de falciparum qui sont potentiellement exportées dans les massifs. Sur ces 400, il y en a une grosse moitié qui sont des protéines de virulence et une petite moitié qui sont des protéines de remodelage. Donc, vous voyez, c'est à peu près moitié-moitié. Alors, sur ces 400, pour l'instant, on n'a bien étudié que 5, à peu près 5. PFMP1, évidemment, parce que c'est la molécule responsable de l'adhésion, ça a été bien étudié. Son petit frère PFMP3, la protéine riche en histidine qui est associée au NOS, donc ça aussi c'était bien étudié. Les antigènes MESA, et puis donc la famille RESA, donc, qui nous intéresse maintenant. C'est quoi on travaille actuellement dans l'unité, donc le diffusionnement adaptateur. Alors voilà la structure des gènes des protéines RESA. Alors déjà, il faut que je vous dise que pour l'instant, on ne connaît qu'une seule protéine, qui est RESA1. Tous les travaux actuellement qui ont été publiés portent sur RESA1. Les autres, on ne connaît que les gènes. Pour l'instant, les protéines RESA3 et RESA2 ne sont pas connues. Mais ce qu'on peut dire déjà quand on voit ce schéma, c'est que RESA2, apparemment, est un pseudogène. Vous voyez ici, il y a un colon stop interne qui fait que la protéine ne peut pas être traduite dans son intégralité. On a au mieux un peptide. Alors en fait ça c'est pas tout à fait exact puisque actuellement, par ces mes travaux personnels, on a repéré que dans un quart des isolats, il y avait une mutation qui apparaissait dans le colon stop ici et qui annulait le colon stop et ensuite on a un cadre de lecture ouvert jusqu'à la fin de la protéine qui fait que RESA2 est dans un quart des cas possiblement une vraie protéine qui pourrait être liée d'ailleurs à l'accélérateur. Alors, non, il faut qu'on revienne sur alors, RESA3, par contre, qu'est-ce qu'on sait de RESA3 ? Il y a une structure qui est relativement proche de RESA1, mais on sait que, d'après ce qu'on peut prédire comme structure d'acide aminé, il n'est pas exposé sous le globule rouge, enfin, sous la membrane, mais il aurait une partie qui est exposée à la surface, à l'extérieur. Ce qui veut dire que tout ce qui a été fait en immuno jusqu'à présent, puisque RESA est connu depuis une vingtaine d'années, il y a eu des études séroépidémiologiques qui ont été faites depuis une vingtaine d'années, tout ce qui a été fait sur RESA est peut-être en partie dû à l'antigénicité de RESA3. Donc c'est seulement maintenant qu'on est en train de décrypter à quoi est dû vraiment les anticorps qu'on observe jusqu'à présent. Est-ce que c'est du RESA1, est-ce que c'est du RESA3 ou est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on observe d'intéressant comme structure? Des répétitions, vous avez deux blocs répétés, un bloc du côté CT1 et un qui est à peu près au milieu, et ce sont ces structures qui sont très antigéniques. RESA1 est actuellement un candidat vaccin de plasmodium, qui est déjà bien avancé dans son développement. Vous avez donc des répétitions qu'on retrouve aussi chez RESA3, par contre chez RESA2 il n'y a pas de bloc répété. Vous avez un domaine de liaison à la spectrine qui a été vu uniquement pour RESA1. Alors la spectrine, je vais en parler abondamment tout à l'heure, c'est le composant fondamental du cytoscope. Donc un domaine de liaison à la spectrine. Vous avez un domaine DNAJ. Alors DNAJ, vous savez ce que c'est DNAJ? C'est ce motif qu'on retrouve dans les protéines chaperones. Donc RESA1 pourrait avoir un rôle de protéine chaperone, de même que ses deux autres collègues, RESA2 et RESA3. Les protéines chaperones, vous savez, à quoi ça sert à, comme leur nom l'indique, au trafficking des autres protéines. Ça les protège de certaines agressions, ça conditionne leur repliement avant que ces protéines arrivent à leurs endroits cibles. Donc, d'énergie présente sur les trois. Et vous avez aussi un domaine d'homologie à la bande 3. La bande 3,
on a vu que c'était ce canal ionique qui est exposé à raison d'un ion de copie par le globule rouge. Eh bien, cette bande 3, elle a aussi des propriétés d'adhésion, et ces propriétés d'adhésion pourraient être partagées par RESA 1 et RESA 3, puisqu'il y a un domaine avec une forte homologie à cette région d'adhésion. Et enfin, du côté N-terminal, vous avez le motif textile bien sûr présent pour les trois, ce qui veut dire qu'il y a de quoi sortir de avec le parasitosome. Et vous avez le peptide signal, donc classique pour les molécules qui sont aussi sorties du parasite même. Suivant. Donc là, c'est ce que je viens de vous raconter en gros. Donc ça, simplement, il faut dire que c'est une belle protéine, 155 kilodaltons. Il y a 2 exemples chez RESA 1, un seul exemple chez RESA 2. Et les gènes ne sont pas sur les mêmes chromosomes. RESA 1 c'est le chromosome 1 et RESA 2 et 3 c'est le 11. Suivant. Alors voici le modèle de la structure qu'on peut observer maintenant sous la membrane du globule rouge modifiée par le paradis. Vous avez le cytosquelette qui court ici avec cette molécule spectrine. Vous reconnaissez le FMP1 dont une partie est ancrée sous la membrane mais dont évidemment une grande partie est exposée à la surface du globule rouge. Donc vous avez un certain nombre de molécules dont je ne vous parlerai pas. Et voici la protéine RESA 1 qui est sous la membrane du globule et qui interagit avec son domaine de liaison avec la spectrine. Voilà le modèle actuel. Suivant. Alors, cette diapo, c'est juste pour vous dire que je ne vous parlerai pas des propriétés antigéniques des protéines RESA. Vous voyez que les protéines RESA sont sous la membrane, et je vous ai dit qu'elles étaient antigéniques puisqu'elles sont actuellement inconduites à vaccin. Donc pourquoi? Parce qu'évidemment, au moment où le globule expose pour libérer les mérozoïtes, il y a un moment forcément où ce qui est sous la membrane devient exposé au système immunitaire. Donc il y a une conscience unique des protéines, mais ce n'est pas l'objet de ça. RESA 1 est produite au stade mature du parasite, donc à partir du stade tropho, et elle est stockée dans les granules denses. On a vu tout à l'heure ce que c'était que les granules denses. Alors, il y a 2 types de granules denses, RESA 1 dans un des 2 types, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste après l'invasion, il y a libération dans la vacuole parasitophore des protéines RESA, passage dans le cytosol de l'hématie, phosphorylation de ces protéines RESA, et donc localisation sous la membrane de l'hématie. RESA 1 est détectable jusqu'à 18h à 24h après l'invasion, et puis elle disparaît progressivement. Alors elle disparaît d'une part parce qu'elle a une demi-vie propre, avec les protéines une demi-vie qui est de, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, donc là, manifestement, il y a du RESA 1 dans les formes jeunes, et puis on ne la retrouve plus à partir des formes tropho. Mais il y a aussi nos méthodes de détection qui sont donc des méthodes de sérologie, le plus souvent pour détecter ces protéines. Et comme je vous ai dit que RESA 3 croisait avec RESA 1, il y a aussi d'autres protéines comme les protéines MESA qui croisent. Il se peut que simplement nos outils ne nous permettent plus de détecter des quantités qui seraient devenues trop faibles à partir de 24 heures. Donc, on la détecte plus, c'est pas pour autant qu'il n'y en a plus du tout. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, on va parler du rôle du RESA 1 au niveau du cytosquelette de l'hématie parasite. Donc voici le cytosquelette. Donc là, vous reconnaissez la membrane, donc le feuillet, les 2 couches lipidiques avec les intégrines qui traversent, très bien. Ce que je vais vous montrer, c'est ces filaments là, qui sont très fins. C'est ça les filaments de spectrine. C'est ça donc le cytosquelette. Suivant. La spectrine, c'est un complexe, c'est un tétramère qui est composé donc de 2 types de molécules, les molécules alpha et les bêta. Et donc la spectrine, c'est un tétramère alpha 2, bêta 2, 2 molécules de charge. Ça forme une structure qui ressemble à un brin, à une sorte de fil flexible de 200 nanomètres de large, et ça c'est composé d'unités répétées. L'association se faisant au niveau d'abord d'une chaîne alpha avec une chaîne bêta, et ensuite vous avez association de 2 dimères pour former un tétramère. Alors on peut voir le cytosquelette en microscopie, donc ici les globules rouges, et vous voyez, alors ça vous ne dites pas grossissement, mais vous imaginez que c'est grossi un certain nombre de fois. On voit ici le réseau
de spectrine, voilà, ça c'est le cytosquelette. C'est presque du moléculaire, on devine ici certaines molécules qu'on va voir après dans un modèle. Et donc voici schématisé ce que donne le cytosquelette de l'hématie. Suivante. Alors une autre vue, contraste de phase, on en voit un peu plus, sur le réseau de spectrine, avec des nœuds qui contiennent différentes molécules. Suivant. Voilà ces molécules, et ben, ce sont rien d'autre que de l'actine, de la tropomyosine, qui se trouverait dans tout ce qui est moteur, tout ce qui est muscle. Les filaments de spectrine, donc avec les répétitions alpha, bêta, ici, les dimères, voilà, ça forme des sortes et donc aux intersections, donc, ces petites molécules, plus la protéine 4. Suivant. Alors, le rôle de RESA1, c'est quoi? C'est de stabiliser les tétramères de spectrine. Tout bêtement. À l'état naturel, dans le globule rouge sain, vous avez en permanence un équilibre entre les formes dimériques et les formes tétramériques. C'est fluide, c'est toujours en remodelage. Donc en permanence, vous avez cet équilibre dimère-tétramère. Eh bien, RESA1, son rôle, c'est favoriser les tétramères. Donc des structures beaucoup plus rigides qui vont entraîner une déformabilité bien moindre du cytosquelette et donc de l'hématie. Suivant. Alors voici le modèle du cytosquelette un peu plus en volume. Donc ça c'est le feuillet lipidique, c'est l'extérieur de la cellule, et donc ça c'est l'intérieur de la cellule, avec toute cette chaîne alpha, bêta, lipide, les dimères. Voilà comment ça se présente, le modèle qu'on retient aujourd'hui. Suivant. Alors, vous avez, suite à cette action de stabilisation des tétramères de spectrine, une augmentation de la stabilité mécanique de la membrane de l'hématie parasitée, une inhibition de la formation de vésicules induites par la chaleur. On verra que lorsqu'on expose des globules rouges à la chaleur, et quand on dit chaleur, ça s'appelle de la fièvre, une hyperthermie, on a une vésiculation des globules rouges, ce qui entraîne une diminution de la taille du globule rouge. C'est aussi un phénomène physiologique dans la vésiculation. Au début, vous savez, vous avez un réticulocyte qui fait 120 microns, enfin, vous avez les hématies jeunes qui sont une taille respectable, et plus vous avancez en âge de l'hématie, plus l'hématie est réduite, à la fin elle fait 80 microns cubes de diamètre. Donc, inhibition de la formation de ces vésicules induites par la chaleur. Et, alors ça c'est un peu plus discuté, notamment par l'équipe que vous travaillez en ce moment, mais ça a été publié par une autre équipe, Pei et al. Dans Blood en 2007. Il y aurait une augmentation de la résistance à une nouvelle invasion de l'hématie parasite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un globule rouge qui contient déjà un parasite n'est pas à nouveau envahi par un nouveau globule rouge. Si c'était ça, on aurait un décalage dans les cycles. On ne peut pas imaginer qu'on ait déjà des trop chauds et qu'arrive là-dedans un ring. D'accord? Ça se voit pas. Donc ça serait en partie expliqué par RESA. On conteste un petit peu. Alors, là où on ne conteste pas, puisque ça c'est des résultats du labo d'Olivier Javon, c'est que RESA protège l'hématie parasitée des effets de la température. Alors, ils ont travaillé à deux températures différentes. 41 degrés qui est une température physiologique qu'on peut voir dans l'accès, et puis 50 degrés qui est alors seulement pas physiologique, mais qu'on peut essayer sur les globules rouges pour regarder ce qui se passe, il n'y a pas de raison de se priver. Donc ils l'ont fait, et ils ont vu qu'on protège, y compris à 50 degrés, les hématies lorsqu'elles contiennent RESA. Alors on a des témoins, on verra ça tout à l'heure, mais on est capable de regarder ce qui se passe dans des hématies parasitées avec des parasites dont on a délété le gène RESA. On a des RESA KO, des RESA non, si vous voulez. Bon, alors un autre rôle, mais qui serait à confirmer, on a commencé à voir des choses, mais on n'a peut-être pas assez d'essais, on n'a pas encore tous les témoins, et il y aurait une augmentation de l'adhésion des hématies parasitées au CD36 en conditions de flux. Pour faire des tests d'adhésion, vous savez, vous avez soit des adhésions en test statique, c'est-à-dire que vous avez simplement un tapis de cellules, et dessus vous déposez vos globules parasités, vous lavez, vous regardez ce qui reste. Ça c'est statique, mais là c'est encore mieux, c'est des conditions de flux où vous mimez un peu la circulation sanguine, c'est que vous faites arriver un courant qui contient les hématies parasitées au complexe de cellules endothéliales, et vous regardez la sortie, ce qui sort et ce qui est retenu. Donc ça a plus de valeur, et dans ce modèle-là, on a vu donc éventuellement une augmentation de l'adhésion quand on avait du RESA chez nos parasites. Alors,
Ça renforce l'idée de dire que des molécules qui ne sont pas exposées à la surface du globule, mais qui sont sous la membrane, peuvent avoir un rôle, puisqu'elles peuvent moduler donc l'exposition d'autres molécules qui sont à côté et auxquelles elles peuvent être liées à certains endroits dans certains domaines. Voilà, suivant. Alors, sur la déformabilité elle-même du parasite, RESA 1 réduit cette déformabilité et c'est plus marqué au stade jeune, au stade anneau. Sur les trophaux, il n'y a pas de grande différence. L'effet est vraiment sur les formes qui circulent, donc sur les formes jeunes. Les formes qui ne circulent pas, séquestrées, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à réduire leur déformabilité, puisque de toute façon, elles ne passent pas au niveau de l'arbre. Et il y a également une augmentation de la stabilité mécanique et osmotique de cette membrane, et là aussi, c'est observé au stade anneau. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet est plus prononcé à température fébrile. Donc, c'est vraiment la fièvre qui donnerait le contexte d'action des protéines RESA. RESA se ferait d'autant plus sentir qu'on est dans des conditions fébriles. Donc tout ça, ça a du sens quand on parle d'acceptation. Suivant. Alors voilà, une vue, comme quoi c'est pas une vue destructrice que je vous raconte. Un globule rouge qui est en train de vésiculer, donc il perd des petits morceaux de globules, qui fait qu'on va se retrouver avec une membrane qui faut être beaucoup plus petite, de manière progressive. Et ça, ce phénomène-là, il est inhibé par la protéine RESA aux fortes températures. On va voir ça sur la diapo suivante, qui est d'ailleurs la dernière diapo et qui est à mon avis la plus intéressante. Donc, vous avez partie gauche de la diapo. Alors, ce qui est marqué, c'est de la GFP, c'est un fluorophore qui permet d'objectiver des hématies parasitées par un parasite qui contient la protéine RESA. Ça témoigne qu'on n'a pas délété le gène qui code pour RESA. Donc, 37 degrés, vous voyez, des belles hématies rondes. 50 degrés, à 50 degrés, c'est presque du boudin. Aucune vésiculation des RESA+, et par contre, vous voyez, vésiculation, tout ce qui est rouge, c'est du RESA moins, dialytique. D'accord ? On voit mieux sur cette vue ici, le RESA délété, 37 degrés, et là, énormément de vésiculation. Donc, preuve que RESA 1 protège de la vésiculation aux fortes températures. Et second effet, quand on place les hématies parasitées dans une écube pendant un certain temps, pendant 6 heures par exemple à 41 degrés, on a essayé de mimer les conditions un peu physiologiques, donc on a fait des pics fébriles pendant quelques heures, donc on a fait un choc thermique si vous voulez, et qu'on regarde ensuite la croissance parasitaire, on observe une inhibition. Alors on l'a fait sur 48 heures, sur un cycle simplement. On observe une inhibition bien sûr de la croissance parasitaire des hématies, donc pareil, à la température ça leur va pas. Par contre, quand on a des hématies qui sont parasitées par RESA 1, eh bien cette inhibition est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que RESA protège donc du choc thermique ces hématies parasitées. Alors la démonstration, c'est quand on prend notre RESA délété, notre truc qu'on appelle A3F8, donc notre RESA carreau. Là, l'inhibition, elle est maximale. On perd presque la moitié de nos hématies parasitées en 48 heures pour un cycle. Et la preuve ultime, c'est le révertant. Donc, on peut corriger un déficit en ramenant le gène. On voit qu'on revient pas tout à fait au niveau de la souche initiale, mais presque. Donc, démonstration du rôle de ce type. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces protéines RESA. J'ai parlé essentiellement de RESA 1. Je pense qu'on aura des résultats sur RESA 2 et RESA 3 dans les 6 mois ou années. Merci. Si vous avez des questions, bien sûr. Faut qu'on puisse tirer tes petits.